d'application. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le cadre juridique régissant les élections locales a été profondément modifié par la loi organique et par la loi du 17 mai 2013. Un peu plus d'une année après la promulgation de ces deux textes, sur la suggestion de notre collègue Guillaume Larrivé, co-rapporteur pour la mise en application, nous nous sommes attachés à contrôler et à évaluer les conditions de leur mise en œuvre en application de l'article 145.7 du règlement de notre Assemblée. Notre premier élément d'évaluation a concerné la publication des décrets d'application prévus. En dehors des décrets relatifs au redécoupage des cantons, qui ont tous été publiés avant le 1er mars 2014 et sur lesquels je reviendrai, ces deux lois n'appelaient qu'un seul décret d'application. Il s'agit du décret 2013-938 du 18 octobre 2013. Nous pouvons dire donc que toutes les mesures réglementaires d'application des lois du 17 mai 2013 ont été prises. Notre deuxième élément d'évaluation a porté sur l'application des nouvelles règles prévues pour les élections municipales à partir des enseignements que les élections des 23 et 30 mars derniers ont permis de tirer. 59% des 6 465 communes comptant de 1000 à 3 499 habitants, dans lesquels le scrutin majoritaire avec prime proportionnelle a remplacé l'ancien système du panachage, les élections de mars 2014 ont vu concourir au moins deux listes. Une seule commune, Gironde-sur-Drôme, qui fait 1136 habitants en Gironde, a été confrontée à l'absence de liste. Toutefois, l'organisation d'une élection partielle le 5 mai 2014 a finalement suscité des vocations avec le dépôt de 3 listes qui ont permis l'élection d'un conseil municipal. Au total, 21 186 listes ont été enregistrées dans les 9 734 communes de plus de 1000 habitants, en progression par rapport à 2008, ce qui représente 926 068 candidatures enregistrées. Au-delà de l'intérêt des Français pour la démocratie locale et de la vitalité de l'engagement citoyen dont ces chiffres attestent, il me semble donc possible d'affirmer, à la lueur de ces éléments, que les craintes exprimées par certains de nos collègues lors des débats, s'agissant de la capacité à former des listes paritaires ou du risque de politisation d'un scrutin qui n'a pas forcément cette dimension dans les communes peu peuplées, ne se sont pas avérées fondées. Nous sommes aussi intéressés au bilan de l'élection pour la première fois au suffrage universel direct des conseillers communautaires. Il s'agissait en effet là d'une des autres innovations importantes des lois du 17 mai 2013. Si le nouveau mécanisme du fléchage ne semble pas avoir posé de difficultés particulières, il apparaît nécessaire que certaines précisions soient apportées sur deux sujets connexes. L'article 22 de la loi a en effet rationalisé la définition des fonctions de direction au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, rendant inéligibles aux élections municipales organisées dans leur ressort. Cependant, selon divers témoignages portés à notre connaissance, l'élargissement du champ des inéligibilités semble avoir parfois fait l'objet d'une interprétation très extensive de la part de l'autorité préfectorale. Ainsi, certains agents publics occupant des fonctions qui n'étaient pas explicitement ciblées par les dispositions relatives à l'inéligibilité auraient été contraints de renoncer à leur engagement citoyen à l'occasion de la séquence électorale de mars 2014. Le rapport préconise donc la publication d'une circulaire rappelant et déclinant ces principes pour contribuer à leur application homogène sur l'ensemble du territoire de la République. Les modalités de remplacement des conseillers communautaires uniques élus dans les communes de plus de 1000 habitants doivent aussi être clarifiées. L'article L273-10 du Code électoral, qui prévoit les modalités de remplacement en cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire, qui a été modifié à l'initiative du Sénat, vient en effet contredire, d'une certaine manière, en tout cas dans l'esprit, l'article 273-9 de ce même Code. Ça ne soulève pas de difficultés pratiques, mais ça aboutit à une forme d'incohérence puisqu'on arrive à l'inverse des objectifs de parité recherchés. C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue Sébastien Denaja, un article additionnel a été inséré dans le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, actuellement en cours d'examen, afin de prévoir que lorsqu'un siège de conseiller communautaire est attribué à la commune, le remplaçant du conseiller communautaire démissionnaire est le suivant de liste, qui à ce moment-là est nécessairement de sexe différent. Cet amendement permettra donc, une fois que le texte sera définitivement adopté, d'en revenir à l'intention qui nous avait alors animés.
Pour conclure sur la mise en œuvre du volet communal et intercommunal de ces lois, le rapport précise que les contentieux des scrutins des 23 et 30 mars dernier demeuraient stables comparativement aux précédentes élections municipales. 4 853 recours ont été déposés devant les tribunaux administratifs. J'en viens maintenant au volet départemental des lois du 17 mai 2013. Chacun peut aisément en comprendre les raisons. Notre évaluation n'a plus porté que sur les modalités de mise en œuvre du nouveau découpage cantonal. L'article 46 de la loi a fixé les règles applicables à cette opération de redécoupage. La délimitation des cantons doit respecter 3 exigences: la continuité territoriale, l'insertion dans un seul et même canton de toute commune de moins de 3 500 habitants et la définition du territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques. L'article prévoit toutefois qu'il peut être apporté à ces 3 règles des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées au cas par cas par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général. Et au cours des débats parlementaires, beaucoup de nos collègues se sont essayés à préciser et élargir ces possibles tempéraments apportés à la stricte logique démographique. Chacun le sait, et comme je l'avais pressenti lors de nos échanges en commission et dans l'hémicycle, le Conseil constitutionnel a déclaré tous ces ajouts contraires à la Constitution dans sa décision du 16 mai 2013. L'ensemble des décrets en Conseil d'État portant nouvelle délimitation des cantons ont été publiés avant le 1er mars 2014 et postérieurement 2 décrets, l'un du 19 mars et l'autre du 13 mai, ont corrigé des erreurs matérielles. Conformément à l'article 3113-2 du Code général des collectivités territoriales, les conseils généraux ont été consultés sur les projets de décret portant nouvelle délimitation des cantons. Sur les 98 conseils généraux concernés, 41 ont émis un avis favorable, tandis que 57 ont rendu un avis défavorable. Les projets de décret ont ensuite été soumis pour avis au Conseil d'État en formation consultative. Sur les 98 projets, 66 ont fait l'objet de propositions de modification du Conseil d'État, propositions qui ont été systématiquement suivies par le gouvernement. Sur les 2054 cantons ainsi découpés, seuls 29, ce qui représente 1,4%, sont en exception démographique, c'est-à-dire que leur population excède l'écart de plus ou moins 20% par rapport à la population moyenne des cantons du département. Je rappelle que cet écart à la moyenne, qui lui aussi, chacun s'en souvient, a fait l'objet de nombreux débats, ne figure pas dans la version finale de la loi. Il s'agit néanmoins d'une contrainte constante de la jurisprudence en la matière, réaffirmée avec de plus en plus de fermeté depuis plus de 25 ans. Les décrets en Conseil d'État portant délimitation des cantons ont fait l'objet d'une importante série de recours. Le ministre de l'Intérieur a reçu plus d'1 millier de recours gracieux. À la date du 18 juin 2014, aucun n'avait donné lieu à une suite favorable au requérant. Au 9 juillet 2014, le Conseil d'État a quant à lui enregistré 2558 recours contentieux. Les principales critiques émises portent sur le caractère que les auteurs estiment partisan du nouveau découpage, ainsi que sur les atteintes qui seraient portées à la ruralité en raison de la très vaste superficie de certains cantons et du grand nombre de communes de certains d'entre eux. Par ailleurs, a été mise en cause la double compétence à la fois consultative et contentieuse du Conseil d'État à l'égard des décrets délimitant les cantons au motif qu'elle pourrait être de nature à faire douter de son impartialité, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il convient toutefois de signaler que le Conseil d'État a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, formée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un décret délimitant les cantons de la Gironde, qui contestait la constitutionnalité de cette double compétence. Donc que ce point de droit soit à ce stade tranché. Au 9 juillet 2014, 981 requêtes avaient déjà été traitées par le Conseil d'État et toutes rejetées. 58 requêtes l'ont été sous forme de décisions rendues par des formations collégiales et 923 requêtes sous forme d'ordonnances en découlant. À ce stade, je veux simplement mentionner plusieurs décisions significatives du Conseil d'État. En premier lieu, dans la décision dite IEST du 21 mai 2014, le Conseil d'État juge que le nouveau découpage cantonal n'est pas tenu de coïncider avec les périmètres d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives. Il n'y a là aucune surprise puisque nous n'avions effectivement pas inscrit
ces contraintes dans la loi. En deuxième lieu, la décision dite Asserdel, du nom d'une association d'élus, du 26 mai 2014, dans laquelle le Conseil d'État rejette un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 6 février 2014 qui a prévu que le redécoupage cantonal s'appuyait sur les chiffres de la population authentifiés fin 2012. Il y avait un débat sur savoir quel était le référent qui était pris. En troisième lieu, dans une décision commune de Dieuze du 4 juin 2014 relative au département de la Moselle, le Conseil d'État apporte des précisions quant à l'intensité du contrôle qu'il entend faire sur la délimitation des cantons, puisqu'il indique que le rattachement d'une commune à un canton plutôt qu'à un autre fait l'objet d'un contrôle restreint qui consiste simplement à vérifier l'absence d'erreurs manifestes d'appréciation, et puisqu'il indique que le moyen tiré d'un écart important entre la population d'un canton et la population moyenne du département, alors même qu'il est inférieur à 20%, donc vous voyez que ce seuil de 20% qui a fait l'objet de tant de débats de notre part est vraiment retenu une fois de plus par la jurisprudence, et là dans le cas qui occupait le recours, c'était un écart de 19%. Donc, on considère que cet écart est examiné par le Conseil d'État qui contrôle les justifications et vérifie que celles-ci ne revêtent pas un caractère arbitraire. Enfin, dans une décision du 27 juin 2014, le Conseil d'État a considéré que la règle législative selon laquelle aucun redécoupage des circonscriptions électorales ne peut avoir lieu dans l'année précédant le scrutin n'entachait pas d'illégalité un nouveau décret de délimitation des cantons qui serait rendu nécessaire par l'annulation d'un premier décret par le Conseil d'État. Ainsi, sans présumer de l'issue dans l'ensemble des contentieux qui restent à traiter, il ne me semble pas imprudent de considérer que peu de ces contentieux sont voués à prospérer. Pour terminer cette présentation d'un rapport qui se veut essentiellement factuel, parce que tel me semble être l'objet de ce type de travail, d'évaluation de la mise en œuvre d'un texte, je rappellerai que le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi qui prévoyait de laisser vacant un siège qui ne pourrait plus être pourvu par un titulaire élu sur les élections départementales, ni par le titulaire, ni par le suppléant du même sexe. Vous vous rappelez que c'est un sujet sur lequel nous avions débattu. L'article 9 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et modifiant le calendrier électoral, dont nous ne désespérons pas d'entamer l'examen dans l'hémicycle à un moment de cette journée, a pour objet de proposer un dispositif de nature à régler cette difficulté en prévoyant que le siège vacant sera pourvu grâce à l'organisation d'une élection départementale partielle qui se déroulera alors au scrutin uninominal et sera ouverte aux candidats des deux sexes. Tels sont, Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois, les principaux enseignements du travail que nous avons mené, des auditions que nous avons faites avec Guillaume Larrivé. Merci, Monsieur le député.